ce troisième café pédagogique, donc je vais animer ce temps-là qu'on va vivre ensemble et avec Philippe Carré. Petites informations techniques, en fait, nous sommes ici en présentiel au Crêpes de Toulouse, mais il y a également des personnes qui sont à distance via le live. Donc, merci à vous d'être connectés. J'espère que vous nous entendez bien. Donc pour ce café pédagogique, on innove un petit peu dans le format, un format un petit peu différent. On va faire un temps de conférence avec Philippe Carré, donc Olivier l'a dit, sur la question de l'efficacité pédagogique en formation. Et ensuite, je vous proposerai un peu un temps en échange en petits groupes, on passera de l'autre côté, où vous allez pouvoir tout simplement prendre le temps d'échanger sur ce que vous avez vécu pendant la conférence, comment ça peut faire écho à vos pratiques, quelles nouvelles idées ça peut vous donner. Et c'est pour ça que Audrey vous a distribué un petit livret en présentiel. Ceux qui sont à distance, vous avez reçu le livret hier par mail, qui est en fait un livret où vous retrouvez les 2 questions des échanges qui vous seront proposés tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour, pendant la conférence, pouvoir prendre des notes. Ce livret vous donne aussi une couleur et donc vous retrouverez votre groupe de couleurs sur une des tables qui est présente à côté. Voilà un peu pour les informations, comment ça va se dérouler. Pour ceux qui sont à distance, ne vous inquiétez pas, j'animerai la partie distancielle. On se retrouvera dans une salle virtuelle pour échanger en groupe avec les personnes qui sont à distance. Donc merci Philippe Carré d'être ici. Olivier vous a déjà un petit peu présenté, mais peut-être pour revenir un petit peu sur vos travaux et vos publications. Vous avez notamment travaillé sur l'ingénierie pédagogique, sur l'auto-formation ou encore sur la motivation à l'engagement en formation pour adultes. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur la notion d'apprenance. L'apprenance qui vient justement bousculer un petit peu nos rapports au savoir. J'ai mis ici justement quelques publications de Philippe Carré et il y en a bien d'autres. Donc merci d'avoir accepté notre invitation et vous venez ici nous faire part justement de votre dernière étude sur l'efficacité pédagogique. Donc je vais vous laisser la parole, Philippe, pendant une 30aine de minutes. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est qu'on prend un temps d'échange avec vous dans la salle. Donc n'hésitez pas à vous noter les questions que vous avez pendant la conférence de Philippe Carré. Et vous qui êtes à distance, n'hésitez pas aussi à poser vos questions via l'onglet Conversation de Teams. Et on se fera le relais de vos questions et on viendra les poser à Philippe. Donc petit moment un peu technique où on va afficher le diaporama de Philippe. Hop. C'est très stressant comme exercice. Vous avez 25 perdus qui regardent ce que vous êtes en train de faire et que ça ne marche pas. Ça marche, ça marche. Sauf que c'est la deuxième. Non, parce qu'il y avait un effet, là, Caroline, tout de même. Je voudrais bien retrouver un effet, si vous voulez. Voilà. C'est-à-dire que d'abord, il ne se passe rien, si ce n'est que je vous dis bonjour, que je suis très heureux d'être là, effectivement, que je remercie et Olivier Dulac, qui est un compagnon de route depuis un certain nombre d'années, avec qui j'ai découvert que nous pratiquions le même sport, en plus, juste à l'instant, et donc pour cette invitation, et bien sûr Marilyn pour l'organisation et l'ingénierie au sujet de laquelle je suis extrêmement inquiet, non pas pour la réussite évidente de la séance, mais parce qu'il est exactement 14h06 et il me reste 29 minutes. Alors, c'est dire que moi, quand j'ai vu ça, j'ai essayé de négocier avec Marilyn, mais je n'ai pas réussi, pour négocier un petit peu plus de temps, parce que ce que je vais devoir vous présenter, c'est un travail qui m'a pris 1 an à mi-temps, quoi. C'est-à-dire, vous voyez, environ 150 à 160 journées de travail, et donc présenter quelque chose qui tienne debout en une demi-heure. À chaque fois que je le fais depuis 3 mois là, que le rapport est sorti, j'ai beaucoup de mal. Donc je vous demande par avance votre indulgence. Et je disais que là, c'est la slide de début, en fait, celle-là, parce que logiquement, vous aviez un effet splendide qui est complètement gâché, du coup, mais à cause de moi, qui est, voilà, vous voyez apparaître le titre de l'affaire. Bon, alors, plus sérieusement, vous êtes, sauf erreur, 22. Alors, pédagogiquement, 22 dans un format conférence, ça aussi c'est un peu bizarre. Moi, j'aimerais vous demander ce que je ferais si j'avais 2 heures.
de vous demander à chacune de dire 2 mots de quels sont vos intérêts par rapport au sujet de l'efficacité. Ça me permettrait de me nourrir de votre influence pour la suite, mais je ne peux pas parce qu'il est maintenant 14h02 et qu'il faut donc que je démarre. Voilà. Ça va jusque-là ? Et au point de vue scénique, est-ce qu'il faut que je me mette là ou est-ce que je peux rester ici ? Est-ce que... Jusque-là, je peux aller ? D'accord. Alors le rapport, il est là, on peut le faire passer. C'est un rapport qui m'a été commandité par la Fédération des acteurs de la formation professionnelle. C'est une organisation de 1200 organismes de formation, cabinets de conseil, opérateurs de VAE, etc., qui se posait une question il y a de ça maintenant 1 an et demi, qui était dans le mélange plus ou moins harmonieux d'innovation que l'on perçoit dans les milieux de la formation aujourd'hui, entre les neurosciences, l'intelligence artificielle, la digitalisation sous toutes ses formes, et toutes les, comment dirais-je, infopublicités qui parlent de la nouvelle révolution pédagogique, nos membres, les donc 1200 organismes, ne savent plus du tout où est le nord, où est le sud, et comment ne pas perdre l'ouest, et voudraient savoir ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'efficacité pédagogique, en dehors du fait que c'est mon logiciel, mon système d'intelligence artificielle aujourd'hui, ou mes idées sur le fonctionnement du cerveau qui font que vous allez mettre en place des pédagogies efficaces. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette espèce de climat qu'il y a aujourd'hui autour de l'innovation, qui est plus souvent un effet marketing qu'un effet vraiment, disons, scientifique sur la connaissance des critères d'efficacité en formation. Donc la problématique était à peu près là, c'est-à-dire aidez-nous à y voir un peu plus clair sur ce que c'est que l'efficacité pédagogique. À vrai dire, je vais faire ce tic-là régulièrement parce que je vais tellement chercher. Sinon, moi, je peux compter sur vous. Vous me dites, il me reste que 5 minutes. Ou... vous accompagner sans problème. La première demande de l'organisation en question, c'était de me demander de faire une étude, donc sur une durée d'1 an, sur quelle est la pédagogie efficace. C'était la première demande. Ça, entre chercheurs, nous on dit, il y a la question de départ, c'est jamais la bonne. Il faut la transformer, la reconstruire pour pouvoir arriver à faire une recherche à peu près cohérente. Et donc la première formalisation de la question, c'était qu'est-ce que c'est qu'une pédagogie efficace ? Et là encore, on pourrait faire un exercice. Je vous demande de réfléchir 5 minutes et de me dire ce que c'est pour vous qu'une pédagogie efficace. Ce serait intéressant, bon, peut-être plus tard, un autre jour ou entre vous. Mais c'était la formulation. Ça, évidemment, assez rapidement, on s'est rendu compte, j'allais dire rapidement, très vite, on a réagi en disant c'est peut-être pas la bonne formule. Et puis les premiers entretiens avec les chercheurs, je vais vous dire comment j'ai procédé, nous ont amené à complètement casser cette idée-là qu'il y aurait une pédagogie efficace. Alors j'en commence un petit peu par là où j'en terminerai, c'est-à-dire qu'une chose qui est une première idée qui est absolument qui est évidente quand on prend les choses du côté de la recherche, c'est qu'il n'y a pas une pédagogie efficace en tout endroit, en tout lieu, en toutes circonstances, avec tout public. Donc cette idée très inspirée du marketing actuel, une fois de plus, parce que quand on lit la littérature professionnelle, les bulletins, les sites, toutes les formes de communication qu'il y a de la part des organismes de formation, très souvent, c'est révolution pédagogique. Voilà ce qui va amener des innovations qui seront efficaces. Donc, efficacité, déjà la question de l'efficacité, on l'a définie très rapidement. L'efficacité, c'est c'est d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés selon des circonstances données. C'est atteindre les objectifs qu'on s'est fixés selon des circonstances données. C'est-à-dire que c'est pas il n'y a rien d'efficace en soi, mais ça dépend des circonstances dans lesquelles on est, et c'est l'atteinte des objectifs qui définit l'efficacité. Contrairement à l'efficience, qui serait l'efficacité matinée d'un critère économique, parce que là, c'est en fonction du coût. Bon, peut-être, oui, alors là, ça fait partie de ma difficulté, c'est que des détails comme ça, j'en ai à peu près 250, donc si j'en fais un par minute, je suis encore là tout seul dans 4 heures à parler. Donc j'essaie de continuer au pas de charge. Très vite, sur la méthode. Alors, bon, ça se fait. Hein, je vais d'abord vous dire quelques mots, mais vraiment rapides sur la méthode. Je viens de parler de la problématique. Je vais aborder le point peut-être central de cette affaire, c'est les constantes de l'apprentissage.
où on va sûrement réviser des trucs entre nous, parce qu'il y a un paquet de choses là-dedans que vous connaissez sans doute déjà. Troisièmement, l'idée de variable pédagogique, c'est-à-dire que autant que ceci, ce sont des invariants, on ne peut pas faire sans. Je prends un exemple, si on parle du fonctionnement de la mémoire, on ne peut pas imaginer d'apprentissage digne de ce nom, c'est-à-dire de stabilisation de connaissances déclaratives ou procédurales, de stabilisation de connaissances, sans prendre en compte les constantes du fonctionnement de la mémoire. En revanche, les variables pédagogiques, ce sont des modalités d'action pédagogique qui peuvent avoir des effets variables. Ce qui est important là, c'est de faire la distinction entre ça ne bouge pas, ce sont des lois, et ça, ce sont des hypothèses pédagogiques. On dira deux mots de la poussée actuelle des auxiliaires technico-pédagogiques, c'est-à-dire toutes les ressources digitalisées en particulier qui viennent appuyer les dimensions pédagogiques, les variables d'organisation, et puis une petite conclusion sur l'efficacité plurielle. Alors, la démarche des acteurs de la compétence, je vous en ai parlé. Rapidement, les disciplines qui contribuent à cette réflexion sur l'efficacité de la formation, c'est avant tout l'efficacité pédagogique, c'est avant tout ce qu'on appelle les sciences de l'éducation et de la formation. C'est d'autre part tout ce qui est sciences cognitives, c'est-à-dire psychologie, neuropsychologie, neurosciences, et puis également information, communication et sciences du langage. Et puis, ce qu'il faut prendre en compte au-delà de ce bagage de connaissances-là, c'est l'importance aujourd'hui de l'idée de digitalisation, tout ce qui est formation à distance et formation synchrone ou asynchrone. Sur la méthode, comment je m'y suis pris devant l'immensité du chantier, j'ai commencé par chercher dans la littérature française, à partir de bases de données et de mots-clés qui étaient efficacité, pédagogie, formation, pour voir ce qui se disait, ce qui s'écrivait. Et ma conclusion très rapide a été qu'en francophonie, en littérature française, scientifique, il y a très peu de choses, et que le peu de choses qu'il y a concerne principalement l'école, et très peu la formation des adultes. C'est un terme qui n'est pas utilisé en formation des adultes, qui est un peu, j'ai un de mes interlocuteurs que vous devez connaître, Philippe Mérieux, je peux les citer, hein, leurs noms sont publics dans le rapport, qui m'a fait tout un entretien sur le thème de l'efficacité. Ce n'est pas une valeur très honorable aujourd'hui à l'éducation nationale, parce que c'est teinté d'une suspicion comment dirais-je, d'efficacité du travail, d'efficacité commerciale, d'efficacité des entreprises, et ce ne sont pas des valeurs qui sont très en odeur de sainteté dans l'éducation nationale. Ce qui ne l'a pas surpris, parce que lui réagissait à ma question comme ça, et donc c'était un peu son point de vue aussi sur la question, mais en même temps, on était tous les deux parfaitement d'accord pour dire que ce n'était pas anormal que le terme d'efficacité, qui a tout à fait sa légitimité dans tout un tas de domaines, je pense par exemple à la santé, on cherche plutôt à ce que les établissements hospitaliers ou les médecins soient efficaces plutôt qu'ils soient inefficaces ou qu'on ne s'occupe pas de leur efficacité. Mais le terme d'efficacité, il a cette connotation qui n'est pas très positif, parce qu'il est teinté, vous savez, du système PISA, de l'évaluation des connaissances, de tout ce qui est contrôle finalement, et pourquoi pas d'une inspiration qui serait néolibérale derrière et qui serait donc par essence négative. Bon, ça, on peut en faire notre affaire, mais je termine sur la revue de littérature, pardon. C'est le fait que la littérature francophone n'est pas très riche sur cette question de l'efficacité, et encore moins en formation des adultes. Et donc, très vite, je me suis rendu compte que j'allais avoir beaucoup de mal à récolter suffisamment de recherches, disons, rigoureuses et contrôlées, de recherches de type scientifique en sciences sociales, du moins, qui parlent de cette question-là. Donc, je suis passé assez rapidement sur la littérature internationale. Et c'est le phénomène inverse, c'est-à-dire qu'il y en avait trop. Pour deux raisons. La première, c'est que 90% des publications scientifiques sont écrites en anglais dans le monde, donc 9 fois plus, voire 10 fois plus de publications en anglais qu'en français, c'est la première raison. Et la seconde raison, elle est un peu effectivement idéologique, c'est que dans les pays anglo-saxons, le terme d'efficacité n'est pas mal vu, à cause du pragmatisme anglo-saxon, peut-être aussi du libéralisme, peut-être de tout un fond culturel qui fait que chez nous, là où une notion est suspecte, elle peut être de l'autre côté de l'Atlantique, comment dirais-je, valorisée différemment. Et d'ailleurs, on voit bien en ce moment par la situation politique à quel point l'Atlantique peut être une muraille infranchissable.
Non. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Non, c'était juste pour détendre l'atmosphère, mais je vois que... non, c'est pas fait pour ça, en fait. Ouais, pas du tout. Non, il y a des différences culturelles entre les chercheurs francophones et les chercheurs internationaux qui publient tous en anglais. Ça, c'est un autre aspect du truc. C'est que publication en anglais ne veut pas dire publication américaine ou britannique. Ça veut dire que le monde entier publie, les Chinois publient en anglais, les Turcs qui aujourd'hui publient beaucoup dans le domaine de la formation publient en anglais. Bon, alors, essayons d'aller... donc, premier aspect, j'ai donc pris la littérature internationale et j'ai pris ce qu'on appelle des méta-analyses. Méta-analyse, c'est des recherches sur la recherche. Donc, vous prenez un thème, par exemple l'efficacité pédagogique, et vous faites l'analyse de 15 recherches différentes, mettons, qui ont travaillé sur l'efficacité des jeux pédagogiques, par exemple. Et la méta-analyse, c'est l'analyse des résultats de ces 15 articles. Ce qui veut dire que moi, en travaillant à partir de 27 méta-analyses, j'ai en fait brassé environ 2000, les résultats d'environ 2000 recherches. Et sur 10 ans, parce que sinon, ça débordait vraiment beaucoup trop. Mais le court-circuit m'a permis d'aller plus vite aux résultats. Et puis, d'autre part, l'autre aspect un peu original de la recherche, c'est que j'ai donc procédé par interview de chercheurs en contactant, alors c'est moi qui ai fait la liste, on a une vision assez claire de qui sont les personnes qui publient le plus, qui sont le plus influentes dans le domaine et de la formation, des sciences de la formation et de la psychologie de l'apprentissage sur ces questions-là. Donc j'ai arrêté une liste de 17 personnes, principalement françaises pour des raisons de facilité d'accès. Et puis une collègue anglaise, un Canadien, Belge, Suisse, etc. Donc c'est un panel qui est un peu bricolé, c'est un panel réaliste pour essayer d'avoir un ensemble d'opinions sur ce qu'est l'efficacité pédagogique venues de personnes qui sont autorisées. Et puis évidemment, en filigrane de tout ça, il y a, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, les travaux que j'ai pu faire avec mon équipe depuis une vingtaine d'années à Nanterre. Constantes, je disais tout à l'heure, c'est vraiment le truc, c'est incontournable, c'est les constantes, c'est ce qui fonctionne ou pas, plus ou moins bien, mais ce sont en tout cas les éléments de fonctionnement de l'apprentissage qu'on ne peut pas dépasser, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être remplacés. Tout d'abord, un résultat aujourd'hui qui est à peu près acquis par la plupart des experts et dans des publications, c'est la priorité à l'apprendre, la priorité à l'acte d'apprendre sur l'acte de formation. C'est-à-dire que grosso modo, vous avez aujourd'hui une reconnaissance, y compris dans le vocabulaire, du learning par rapport au teaching. C'est-à-dire qu'on a vécu dans une culture pédagogique très longuement qui était que finalement, si j'enseigne correctement, tu apprendras bien. Qui est sans doute valable dans les premiers étages de l'école maternelle, voire de l'école primaire, mais qui devient de moins en moins pertinent à mesure qu'on progresse dans l'échelle des âges. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le prof est bon que l'élève apprend. Petite histoire pour remplacer tout un tas de discours là-dessus, c'est un papa qui rentre chez lui le soir et qui convoque son fils adolescent de 14-15 ans, là, qui doit être je ne sais plus en quelle classe on est à 14-15 ans, en seconde ou un truc comme ça, et qui lui dit « Dis donc, je viens de voir ta prof principale, elle n'est pas contente du tout. » Alors le gars dit « Ah bon, pourquoi elle n'est pas contente ?»« Ah non, non, elle n'est pas contente du tout, ça ne va pas du tout, elle m'a dit d'ailleurs qu'elle n'arriverait jamais à rien t'apprendre. » Il engueule son fils en disant « Elle m'a dit qu'elle n'arriverait jamais à rien t'apprendre. » Et le fils regarde son papa et lui dit « Mais c'est marrant, parce qu'elle avait l'air bien pourtant. Elle avait l'air bien pourtant. » Alors nous allons nous mettre en petits groupes, n'est-ce pas? Et nous allons décrypter cette petite histoire. Je recommence, je la raconte. Un papa, il rentre chez lui le soir et il convoque son fils dans le salon et il lui dit « Je viens d'aller voir j'ai été convoqué par ta professeure principale. Elle m'a dit que c'était tout à fait désespérant parce qu'elle n'arriverait jamais à rien t'apprendre. » Et la prof, elle est désespérée. Et le fils répond bah, « C'est bizarre qu'elle ait dit ça, parce qu'elle a l'air bien pourtant. » Sous-entendu, qu'est-ce qui fait le job? Vous avez dans cette affaire-là, vous avez un représentant de la pensée moderne sur la formation et l'apprentissage,
et un de la pensée plus traditionnelle. Le papa, il est en plein dans le traditionnel. Pardon, attendez, que je dise pas de bêtises. Non, oui. Non, c'était un test. Hein. Bon. C'est le fils, le jeune, il est en plein dans le traditionnel. Je la croyais mieux que ça. Donc elle devrait me faire apprendre. Si c'est un bon prof, elle va me faire apprendre. Le papa, lui, paradoxalement, il est dans la pensée moderne. Parce qu'il pense que... Qui est-ce qui apprend ? Ah, ça vaut le coup de passer 3 minutes là-dessus, je crois. Où est-ce que ça se passe, les processus d'apprentissage ? Est-ce que ça se passe dans la qualité pédagogique des formateurs ? Est-ce que ça se passe dans la qualité ou les qualités des outils que l'on utilise ? L'apprentissage. Est-ce que ça se passe dans le contexte en général ? Est-ce que ça se passe dans le processus d'apprentissage ? Vous avez des étudiants ou des gens en formation ? Il y a l'interaction entre l'enseignant et... Il y a une interaction. Là, dans l'histoire, le papa, on ne le voit pas forcément acteur dans cette interaction. Pourtant, il peut avoir aussi son rôle dans le... Ah ben le papa, qu'est-ce qu'il va lui dire ? Il va dire, mais c'est parce que tu fous rien à l'école qu'elle n'est pas contente. Mais la position, la posture de la prof, la posture, pardon, je vais y arriver, du fils, dire, mais si j'apprends rien, c'est de sa faute. C'est elle qui est pas... Moi, je la croyais bien, je la croyais qualifiée, mais... Alors que le papa, à partir finalement d'une conception qui est assez traditionnelle, des devoirs à la maison, il faut travailler, il faut s'avancer dans son travail scolaire, etc., il porte la responsabilité du fait que le gamin n'arrive rien à apprendre sur lui-même, sur le gamin, pas sur la prof. Quand on parle d'interaction, on peut parler de co-responsabilité aussi. Mais il y a peut-être encore, pour aller un cran plus loin, il y a une difficulté supplémentaire. C'est que, est-ce qu'il peut y avoir des gens qui apprennent sans prof ? Exemple ? On apprend tous les jours sans prof. Ok. Les autodidactes. Et puis, il y a beaucoup de recherches maintenant qui montrent que il y a eu même un truc qu'a fait Flores à l'université de Harvard il y a un certain temps, vous avez peut-être entendu parler, ça s'appelle le 70-20-10. Les adultes apprendraient 70%, développeraient 70% de leurs compétences sur des chantiers de boulot, de projets, de travaux professionnels, 20% dans les relations avec leurs collègues immédiats dans leur service, et 10% en allant en formation en situation où on est censé justement apprendre parce qu'on a un formateur ou un prof devant soi. Donc oui, on peut tout à fait apprendre sans professeur. On peut apprendre sans formateur. Et on ne fait que ça tout le temps. D'un autre côté, qu'est-ce qui se passe si j'ai une extra... Tiens, on va refaire un autre petit... Je vais un peu déraper, mais c'est pas grave, on va retomber sur nos pieds d'ici quelques minutes. Si on prend un deuxième exemple qui est celui si vous prenez, réfléchissez à un sujet, un thème, un objet de réflexion, un sujet, quoi, qui vraiment vous passionne. Vous n'aurez pas à le dire, hein, c'est juste entre vous et vous le gardez pour vous, parce qu'on n'a pas le temps, mais pensez un sujet qui vous passionne. Ça va ? Tout le monde en a un ? Ok. Et maintenant, pensez à un sujet qui vraiment vous ennuie profondément. Alors, dites pas l'efficacité pédagogique en formation d'adultes, parce que ce serait... Mais un sujet... Ça va, vous avez les deux ? Maintenant, pensez au poids de la pédagogie là-dedans. C'est-à-dire que si votre patron ou la personne qui finance votre formation vous dit, voilà, vous avez le choix. Soit vous allez avoir une méga géniale pédagogie avec toutes les technologies les plus modernes dans les locaux les plus formidables, un château, machin, etc., avec les meilleurs top formateurs du monde, mais vous allez le faire dans votre premier sujet. Vous vous rappelez de votre premier sujet, celui qui... Vous allez avoir la super méga pédagogie pour faire une semaine
en formation dans un château avec les meilleurs formateurs du monde et les meilleurs outils technologiques les plus avancés sur le sujet qui vous emmerde entre nous. Et d'autre côté, on vous dit, bah, écoutez, on va vous donner le budget équivalent, mais pour faire par vous-même votre propre formation sur le deuxième sujet. Alors, comment ? On fait le second, forcément. A priori, oui. A priori, oui. Mais vous voyez, c'est pour mettre en lumière le fait que la pédagogie a des limites. Alors, c'est vrai qu'on est dans l'interaction, on est dans la co-responsabilité. Quand on est dans ces métiers-là, c'est parce que on veut travailler avec des gens et avec des gens, et j'allais dire pour eux, mais dans une forme de contrat. Mais dans ce contrat, les constantes de l'apprentissage sont effectivement majeures, et je m'en vais vous les commenter très brièvement. L'attention. Énorme sujet. Aujourd'hui, avec tout ce qui est les armes de distraction massive, là, la télévision, les réseaux, les smartphones, les trucs et tout, les machins, une capacité aujourd'hui qui amène à l'efficacité de l'apprentissage, c'est la capacité à inhiber les influences des technologies. Par exemple, si vous travaillez sur un ordinateur, ce qui doit vraisemblablement vous arriver, comme tout le monde, supprimez les alertes. Plus recevoir de mails, plus recevoir de WhatsApp, de trucs, de machins, de bidules, ping. C'est une première caractéristique qui permet de faciliter l'attention. C'est un trésor menacé parce qu'on n'a jamais eu autant de difficultés à se concentrer que de nos jours. Si vous avez des enfants adolescents, il y en a dans la salle ou pas? Non, il n'y a pas d'adolescents dans la salle, j'avais un petit peu remarqué, mais des enfants, oui. Si vos enfants adolescents vous disent moi je suis polytâche, les jeunes ils sont polytâches, c'est de la foutaise. Vous pouvez leur expliquer que comment? Ça c'est sûr, hein. Le coup de téléphoner à la copine pendant qu'on regarde une émission à la télé et qu'on fait son devoir de maths tout en répondant sur WhatsApp. Par contre, ce qui est vrai d'un point de vue neuropsychologique, c'est que les délais de transmission dans le cerveau, là, de l'information dans le cerveau sont de plus en plus lents à mesure qu'on avance en âge. Et je vous garantis qu'à partir d'un certain âge, ça devient un petit peu dramatique. Mais ça veut dire qu'à 14 ans, ça va vite. Donc on passe vite de là à là. Mais on ne fait pas ça ensemble, ça c'est pas vrai. On focalise son attention sur le message à la copine, puis sur... D'où la question de la difficulté de la conduite automobile. Vous savez que quand vous conduisez, tant que la route est tranquille, c'est une autoroute, il n'y a personne, et que vous avez quelqu'un à côté de vous et une conversation intéressante, vous êtes concentré en fait sur la conversation. Mais s'il jaillit un obstacle, je ne sais pas moi, une girafe passe sur l'autoroute, ben vous allez forcément déconcentrer votre attention, regarder la girafe et plus vous occuper de la conversation. Il y a des musiciens peut-être dans la salle, non? Pianistes? Non? Pianiste, c'est le problème de la main gauche et de la main droite. Enfin, en tout cas, en jazz, hein, la main gauche, vous automatisez ce que vous faites, donc une mélodie, puis la main droite, vous brodez un solo. Vous êtes musicien, monsieur? Alors, à la base, c'est plus compliqué. Si, on pourrait le dire pour les bassistes chanteurs. Mais ok, bon, on va. Là, je vais me faire gronder. Ça va être terrible. Je vais avoir une mauvaise note. Les connaissances intérieures, ça c'est hyper important aussi, c'est que toute action de formation devrait commencer par un bilan des connaissances antérieures de la personne. C'est-à-dire le fait que l'esprit n'est pas une table rase. C'est-à-dire, on arrive en formation, vous arrivez là, nous arrivons tous avec des dispositions, avec des idées, avec des opinions, avec des désirs, des envies, ou au contraire des résistances. Ça, j'ai un collègue qui avait une belle formule, il disait c'est le sac à dos qu'on a et qu'on transporte partout avec nous. C'est l'ensemble des dispositions qu'on a, qui peuvent être d'ordre affectif, qui peuvent être d'ordre cognitif, informationnel, et intentionnels, et qui sont tous finalement ce que l'on est. Et on arrive avec ça en salle de formation, et on ne peut pas considérer, or ce que nous faisons en tant que formateurs, vous me direz si je me trompe, c'est considérer que le groupe est homogène. Alors dans le meilleur des cas, il n'y a plus de craie. Ah mais ça vous fait pas rire? Ça c'est marrant parce que dans les entreprises, j'étais la semaine dernière, il y a 15 jours, l'entreprise moyenne d'âge 28 ans. Et quand j'ai dit il n'y a plus de craie, c'était éclair rire généralisé, mais je vous remercie parce que ça soutient les formateurs vieillissants de savoir que c'est pas si ridicule que ça. Parce que les craies, c'est pratique.
hein, parce qu'à ce moment-là, si j'avais un tableau là, je vous ferais une courbe de Gauss, vous la connaissez, c'est la courbe normale comme ça. Il y a le niveau moyen du groupe qui est là, la majorité va être autour de ce niveau moyen, mais il y a beaucoup qui sont à l'extrémité inférieure, qui sont en dessous du niveau moyen, et d'autres qui sont devant. Moi, en réalité, en se centrant sur le niveau moyen, on embête ceux qui sont au-dessus, ils s'ennuient, quoi. Et puis on fait décrocher ceux qui sont en dessous. Donc le niveau moyen n'existe pas. Ce qui veut dire que les connaissances, le soin de l'analyse, si vous voulez, du niveau, les prérequis, c'est absolument essentiel. Alors je ne sais pas, on n'a pas le temps d'en discuter, mais en sport, c'est absolument majeur, du moins je suppose. Enfin, il y a des disciplines dans lesquelles c'est en tout cas indispensable, quoi. Connaissance antérieure, attention. Motivation, alors là, il y a 101 théories de la motivation. Je prends 1 minute par théorie, ça va dans 1h40. 101 théories de la motivation, je vous fais les 101 théories en 3 minutes. Même pas, en 3 idées. Il y a 3 vecteurs très importants de motivation. Dans le milieu du sport, c'est une question qui est assez travaillée. D'ailleurs, peut-être que ça va vous rappeler des souvenirs ou évoquer des choses. Il y a trois vous voyez, là, j'ai envie de demander l'avis de tout le monde, mais non, je ne peux pas. Demandez à Romain. Travaille sur la motivation. Romain. Ah, Romain. Trois idées sur la motivation. Elle est influencée par 7 facteurs. Bon. Elle est améliorable et elle est en constante. Elle doit être prise en considération constamment. Elle peut évoluer constamment. Ok. Des théories de la motivation, vous voyez, des trucs, des théories qui auraient un petit peu, ou des thèmes qui reviennent quand on parle de motivation. Moi, je disais 3, c'est complémentaire à ce que vous disiez, Romain. C'est une part... Pardon ? Absolument. Alors, accomplissement, ça c'est la théorie des buts, mais disons, si on veut retenir 3 idées qui fonctionnent à tous les coups, qui font partie des constantes, le sentiment d'efficacité personnelle ou sentiment de compétence, sentiment d'efficacité, ça c'est un truc, c'est incontournable, c'est-à-dire que quand on se sent capable de réaliser une performance en sport par exemple, je sais pas, d'un type ou d'un autre, quand on se sent capable de le réaliser, on est plus motivé évidemment et on est à contrario complètement démobilisé quand on aborde une activité ou une performance que l'on sait ne pas pouvoir atteindre. Ça, c'est basique de chez basique, c'est ce qu'on retrouve sous le thème de confiance en soi, mais l'idée de sentiment d'efficacité personnelle est beaucoup plus scientifique et beaucoup plus précis, et il est toujours relativement local, c'est-à-dire c'est par rapport à un type d'exercice, un type de compétence intellectuelle, et c'est pas dans tous les domaines. On n'a pas un sentiment d'efficacité général, mais un sentiment d'efficacité particulier. Idée numéro 1. Idée numéro 2... on est dans cet univers-là, c'est le sentiment d'autodétermination, hein, ou la perception le sentiment d'autodétermination. Ça, c'est le fait que les êtres humains, et particulièrement les adultes, n'aiment pas qu'on les dirige, et que le comportement est décuplé par le fait de se sentir libre d'agir. On agit mal sous la contrainte, et à mesure que l'autodétermination se développe, nos activités vont être plus performantes, les apprentissages vont être meilleurs, les résultats vont être meilleurs. Sentiment d'efficacité personnelle, sentiment d'autodétermination, et le troisième, ça rejoint la question des buts, c'est la valeur des buts qu'on se donne. Donc si vous avez un étudiant, une personne qui a des buts très forts, très bien formulés, qui sait exactement là où il va, qui est très autodéterminé, qui ne subit pas de pression pour le faire et qui se sent compétent, vous avez une probabilité très élevée que l'action soit réussie. Voilà, 101 théories de la motivation. Mon collègue Fenouillet de Nanterre, qui a fait son bouquin sur les 101 théories, en dirait beaucoup plus long, mais il serait encore plus hors jeu que moi dans le timing. Si on retient ces 3-là, à mon avis, c'est bien. Alors, un autre thème qui est un gros thème aujourd'hui, c'est celui de la réflexivité et le connais-toi toi-même, c'est-à-dire l'idée que on apprend d'autant mieux que l'on est capable de comprendre ses propres processus cognitifs, de réflexion,
et que d'autre part, on met en place des stratégies de régulation de son apprentissage. Les stratégies de régulation, c'est finalement les bonnes habitudes d'apprentissage que l'on prend. Avec tout un tas, il y a toute une littérature énorme là-dessus, qui va depuis le sommeil, en passant par le rangement pour les enfants, les jeunes, le rangement de ses documents, de sa chambre, les temps et puis l'inhibition d'un certain nombre d'habitudes, comme par exemple celle de laisser tous ces appareils branchés avec toutes ces alertes quand on essaye de résoudre un problème d'équation du 27e degré. Métacognition, c'est la réflexion sur sa façon de penser, et donc sur sa façon d'apprendre. Et autorégulation, ce sont les stratégies, les méthodes personnelles, les autométhodes, on pourrait dire, que l'on applique à ces activités d'apprentissage. Alors, il y a un grand débat qu'on va donc pas vraiment aborder là pour l'instant, mais sur la place des neurosciences aujourd'hui, tout ce qui est étude du cerveau, neurologie. Un des collègues interviewés disait, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que dès que vous mettez un cerveau sur un PowerPoint, sur un visuel, là, vous attirez l'attention. C'est vrai que l'idée du fonctionnement du cerveau séduit beaucoup, elle intéresse beaucoup pour de bonnes raisons, parce qu'on en a en principe tous un, et que ça nous intéresse de voir, et que ça a cette espèce de coloration très scientifique, un peu biologique, qui fait que c'est très populaire. Mais il faut se méfier des aspects de mode dans cette affaire-là, parce que les neurosciences aujourd'hui récupèrent beaucoup de choses qui sont des données de la psychologie expérimentale, y compris ancienne. La courbe de l'oubli, dont vous vous souvenez peut-être, je retourne au tableau, je reprends ma craie, et la courbe de l'oubli, vous savez, vous apprenez, là vous avez le temps, ici, et là vous avez la mémorisation. Dès qu'on vient de faire un apprentissage, la mémorisation est au top. Et très vite, elle décroît sous une forme d'asymptote comme ça, parce que c'est la notion d'oubli qui intervient finalement assez rapidement si le contenu n'est pas réactivé. Ça, c'est une loi qui date de 1895, et j'ai entendu un consultant qui faisait un exposé sur les neurosciences et l'apprentissage, et qui, comme premier argument pour l'approche neuroscientifique, nous parle de la courbe de l'oubli de Mingos, qui a donc 130 ans. Donc il faut faire très attention à la mode sur les neurosciences. En revanche, les neurosciences, c'est-à-dire le passage par « Oh non, 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 je vous en prie, oh là là, mais non, on a presque fini ». Non, puis c'est bien de travailler dans l'imaginaire de... Ouf, merci beaucoup, c'est trop. Les neurosciences, sous l'angle des... Parce que finalement, ce qui distingue les neurosciences de la psychologie, c'est l'appareillage, c'est les IRM fonctionnels, quoi. C'est-à-dire, vous avez peut-être déjà fait des IRM, vous voyez ce que c'est, mais bon, là, on passe votre cerveau en tranche et on regarde tout ce qui s'y passe, y compris pendant que vous êtes... C'est possible de le faire pendant que vous réalisez une opération. Donc ça, c'est un territoire qui commence à être exploré, mais qui est extrêmement riche pour tout ce qui est apprentissage. Mais jusqu'à maintenant, bon, ce qu'on a découvert, c'est pas si révolutionnaire que ça. Ce qu'on sait, par exemple, depuis une vingtaine d'années, c'est que le cerveau, et c'est une très bonne nouvelle, particulièrement pour les moins jeunes d'entre nous, je ne vise personne, qui est que le cerveau reste en construction et se reconstruit et se modifie jusque très tard dans la vie. Mais quand je dis tard, c'est vraiment très tard. Et ça, c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et il y a 25 ans, on ne connaissait pas ça. Donc, vous voyez, en formation d'adulte, toutes les conséquences que ça peut avoir de prendre en compte cette idée de reconstruction permanente des neurones, qui évidemment se reconstruisent moins vite quand on a 80 ans que quand on en a 25. Mais néanmoins, cette plasticité cérébrale, c'est un des apports des neurosciences. Les études sur le sommeil, qui viennent renforcer des choses qu'on savait déjà, c'est-à-dire que le sommeil intervient dans l'apprentissage, puisque c'est le moment où les connexions cérébrales se fixent pendant le sommeil. Alors, voilà, il y a 2-3 bricoles comme ça, mais quand on dit neurosciences, il faut éviter la fascination parce que ce n'est pas la solution révolutionnaire à tout, c'est beaucoup la psychologie qui nous apporte. Eh bien voilà, il est donc maintenant l'heure. Non, c'est bon, Philippe. Ouais, mais j'ai peur que là, non. Vous êtes sûr? Bien sûr. Non, parce qu'on peut stopper là, on peut... Non, il me reste 20 minutes. Allez-y. Ah là, ouais, bah là, dites donc, j'ai pourtant essayé de marchander, mais... Alors, les variables pédagogiques, par rapport à ce qu'on vient de dire, là, si on se résume rapidement sur l'attention, les connaissances préalables, la motivation, la réflexivité, métacognition, autorégulation, et puis les bases neuronales, ça, c'est 5 idées qu'à mon avis, tout pédagogue doit avoir en tête.
Même si c'est beaucoup plus facile de le raconter comme je le fais là, que de le mettre en pratique dans des exercices et dans des groupes en vraie grandeur. On pourra revenir plus tard sur cette distance qu'il peut y avoir entre la théorie de l'apprentissage et la mise en pratique pédagogique. Mais ça, c'est des choses qui, à mon avis, ces 5 classes sont les basiques de chez basique de quiconque fait de la formation, d'adultes en particulier. Les variables pédagogiques, c'est autre chose. Là, on est plus dans le métier, dans l'ingénierie, et puis dans le métier de pédagogue, et donc dans l'intervention sur autrui. On n'est plus focalisé sur le cerveau et le comportement de l'apprenant, on est sur, quelque part, le cerveau aussi, mais enfin, en tout cas, sur l'action pédagogique. Et alors, peut-être un truc là-dessus que j'ai appris d'un de mes collègues en interview, qui est une bonne formule de synthèse. C'est savoir distinguer, et ça rejoint l'histoire du jeune homme de tout à l'heure, là. Savoir distinguer processus d'apprentissage, les 5 thèmes qu'on vient de voir là, et procédure pédagogique, les mesures que je mets en place pour favoriser, faciliter l'apprentissage des autres. Distinguer processus d'apprentissage et procédure pédagogique. Dans la petite histoire, le jeune homme, quand il dit « pourtant elle avait l'air bien », il sous-entend « elles ne sont pas bonnes ces procédures pédagogiques puisque j'apprends rien ». D'accord ? On reconnecte là. Et le papa, par contre, lui, il pense au processus psychologique que son fils ne met pas en place. Tu ne travailles pas tes devoirs le soir, tu ne réfléchis pas sur comment tu peux apprendre, tu n'es pas assez attentif. Vous voyez, on va retrouver les 5 thèmes. Donc on a ce même débat, cette même relation, cette même interaction entre processus psychologique et procédure pédagogique. Et distinguer les deux, je crois que c'est vraiment... Il y a un grand psychologue et médecin qui s'appelle Henri Wallon, mais c'est de l'âge de mes grands-parents presque, donc c'est vous dire si ça remonte à quelques siècles en arrière, qui était le plan Langevin-Wallon, ça vous dirait peut-être qu'il est une grosse réforme de l'éducation, enfin, bref, quelqu'un de très bien, voilà, qui disait, quand tu fais une conférence, si les gens partent avec une seule idée, c'est gagné. Donc, vous voyez, c'est un peu le challenge pour les minutes qui nous restent et pour vous, c'est-à-dire c'est une idée qui reste forte. Moi, pour ce qui me concerne, l'idée la plus forte dans tout ça, c'est savoir distinguer processus d'apprentissage et procédure pédagogique. Ce n'est pas parce que je mets en place un super dispositif pédagogique que tout le monde va apprendre. Et ce n'est pas parce que je ne mets pas en place le truc idéal que néanmoins les gens vont apprendre. Ce sont 2 phénomènes qui sont même en interaction, mais qui sont relativement indépendants l'un de l'autre. Variable pédagogique. Alors, je les passe en revue, mais là, on va être peut-être en terrain plus connu, lié à la question des connaissances préalables. Vous vous rappelez cette idée qu'on arrive avec un sac à dos, qui sont toutes nos dispositions, nos propensions, nos connaissances, qu'on arrive dans cette situation avec l'esprit déjà bien occupé, qui permet d'ailleurs de faire des contresens. C'est-à-dire que si vous faites une formation en groupe, en salle, et que vous commencez par le tour de table, en disant, on va parler aujourd'hui, mettons, de motivation, et que vous essayez de faire le recueil de toutes les idées sur la motivation, vous verrez assez vite que les esprits sont déjà bien encombrés, et quelquefois pas encombrés comme il faut. Je pense à la théorie la plus connue en France sur la motivation, c'est la théorie de Maslow, le triangle. Je vois au moins 3 ou 4 têtes qui opinent. Dans les entreprises, là, on n'est pas... Dans les entreprises, c'est la théorie qui est passée partout. Et donc, quand vous attaquez le thème de la motivation, on vous dit pyramide des besoins, Maslow. C'est une mauvaise théorie qui a été complètement invalidée, qui a été bricolée et qui s'est développée parce qu'elle est facile à retenir. Une pyramide avec des... Donc, cette question des connaissances préalables, elle amène à dire pédagogiquement l'importance d'un diagnostic. Et c'est ce que je voyais sur votre tableau derrière, là, je ne sais pas qui ça concerne dans la salle, mais l'amont de la formation, ce qui se passe avant que les participants soient là. Tout ce qu'on fait pour préparer. Parmi ce qu'on fait pour préparer une formation, il y a évidemment le diagnostic préalable. Un classique de chez classique en pédagogie, c'est les objectifs, donc je ne vais peut-être pas y passer trop de temps, sauf à dire que c'est compliqué, pour l'avoir fait pendant des années avec des étudiants, la construction d'objectifs, c'est pas évident, hein. C'est pas un truc qui vient naturellement si on l'a jamais fait. Hein, je rentre pas dans les détails, mais il y a des critères qui sont importants pour la fixation des objectifs. Alors de même que l'amont, c'est analyse préalable, construction des objectifs, l'aval, c'est qu'est-ce qui se passe après. Chez vous, là, dans le tableau que j'ai vu à l'entrée là-bas, c'est la certification.
mais ça peut aussi être la question du transfert. C'est-à-dire comment on transfère, comment on transforme un contenu qu'on a étudié, qu'on a même éventuellement appris en formation, comment est-ce qu'il se traduit dans la pratique, en compétences réelles. Vous avez vu Guy Lobotertz? Non? Oui, c'est vous. Donc, comment la connaissance acquise en situation pédagogique se transforme en situation, en compétence, en situation professionnelle. Un truc qui m'a étonné dans l'enquête auprès de mes collègues, c'est que les psychologues, il y avait à peu près, j'ai interviewé 17 personnes, hein, sur les 17, il y en avait 6 qui étaient psychologues, les autres étant majoritairement en sciences de l'éducation et 2 gestion de la formation. Les psychologues sont pratiquement consensuellement d'accord avec le fait que l'idéal de la formation, c'est le one-to-one, c'est le tutorat, c'est le préceptorat. C'est hautement, à mon avis, hautement discutable, mais c'est leur position. Parce que d'un point de vue strictement psychologique, l'idéal, c'est d'avoir un prof qui s'occupe de vous tout le temps. Pas tout le temps, mais qui s'occupe uniquement de vous. Vous voyez? Parce que les processus psychologiques dont on parlait, comment on apprend, sont suivis, accompagnés de façon personnalisée. Donc un espèce d'idéal de la formation, c'est la personnalisation. Après, on peut en voir aussi les inconvénients. C'est comme tout, hein, toutes les techniques pédagogiques, elles peuvent apporter quelque chose. Même les plus hurluberlus, quelquefois, apportent quelque chose. Mais par contre, il peut y avoir la critique et l'autre côté de la médaille. Ah, très très important, un des derniers trucs pour capter votre attention. C'est un truc qu'on dit ça maintenant. Alors, je ne sais pas si chez vous c'est ça, mais en formation dans les entreprises. Ce qu'il faut, c'est capter l'attention. Alors oui, d'accord, mais capter l'attention, vous faites comment? Et comment vous le faites quand vous avez une formation sur un an à 8 heures par jour, 3 jours par semaine? C'est pas possible. C'est un truc. Mais ça, c'est un truc. Bon, on laisse de côté. Le truc important là, oui, c'est ça qui est là, c'est pas il faut capter l'attention, mais c'est un autre truc dans ce genre-là, c'est il faut rendre les apprenants acteurs. Waouh! Vous avez déjà entendu ça, non? Non, pas trop, un peu? C'est bien, vous êtes indemne de tous ces trucs un peu qui traînent à droite à gauche. Rendre les apprenants acteurs, alors c'est terrible parce que déjà, acteur, c'est pas auteur. Hein. Un acteur, c'est quelqu'un qui joue un rôle que d'autres ont écrit pour qu'ils le lisent. Donc déjà, vous voyez, même sans se faire sociologue, philosophe, là, on voit que dans le poids des mots, derrière le mot de rendre les gens acteurs, il y a cette idée que vous agissez sur l'autre, vous lui donnez un rôle et il va le jouer. Oui, bon, c'est pas tout à fait la même chose que auteur. Mon hypothèse à moi et à un certain nombre d'autres, c'est que les adultes, qu'on le veuille ou non, les adultes, hein, on dit bien les adultes, c'est-à-dire à partir du post-scolaire, et disons, on va dire, grosso modo, quand est-ce qu'on est adulte de nos jours, vers 40 ans par là, hein? Non? Disons, d'un point de vue psychobiologique, disons, on va dire, le début des années, des 20, 25, entre 20 et 25 ans, parce que dans certains aspects, il y a certains aspects, y compris du cerveau, je ne sais pas si ça concerne, enfin si, ça doit concerner beaucoup d'entre nous, là, mais qui ne sont pas arrivés à maturité à 25 ans. Tout ce qui est gestion du comportement et comportement de choix et d'orientation des conduites, qui est localisé dans le cerveau préfrontal, arrive à maturation vers 24-25 ans. Ce qui explique, alors là ça ne concerne personne assurément, du moins je pense, les tracas de l'adolescence, là encore, quand on parlait des enfants adolescents. C'est-à-dire que la maturation du cerveau émotionnel des adolescents va plus vite que la maturation du cerveau qu'on appelle conatif, c'est-à-dire de la maîtrise de ses conduites. Et ce décalage-là, d'après les neuropsychologues qui étudient cette question-là, il explique beaucoup de problèmes relationnels et autres de l'adolescent qui ne mesure pas bien les risques, qui a des envies très fortes, mais qui en même temps n'a pas les outils pour maîtriser ses conduites. Et donc ce décalage-là peut être... C'était pourquoi? Rendre les gens acteurs. Ça, c'est pas la peine de penser à rendre les gens acteurs s'ils sont adultes. Parce que nous sommes tous acteurs de nos vies. À partir du moment où on est adulte, on est responsable, on est acteur de nos vies. En revanche, quand on dit rendre les gens acteurs, c'est les forcer à faire ce qu'ils ne veulent pas forcément faire. Et ça, c'est à mon avis un gros contresens. Le truc, c'est pas de pratiquer des pédagogies actives pour rendre les gens acteurs. Hein. C'est souvent ça qu'il y a derrière l'idée d'acteur en formation. Pédagogie active, tout le monde dit c'est bien. Ouais, ben pas forcément.
J'ai un collègue qui dit très, très simplement, moi je préfère 10 fois aller voir une conférence sur un sujet qui me passionne, plutôt qu'aller dans une salle coller des post-it sur les murs sur un sujet qui m'embête. Retour à la question de tout à l'heure sur le rapport entre le sujet qu'on vous propose et la pédagogie qu'on va mettre en place. Donc c'est pas, il y a un contresens derrière l'idée de pédagogie active. Ce qui est intéressant, c'est pédagogie active cognitivement. Et qu'on peut tout à fait faire l'hypothèse, vous me direz si vous n'êtes pas OK avec ça, mais qu'on peut être parfaitement actif cognitivement en lisant un livre. Pas forcément, hein, on peut aussi lire et puis au bout de 2 pages se dire qu'est-ce que j'étais en train de lire là. Mais or, c'est une situation qui est considérée comme passive. Alors dans le sport, c'est un peu plus compliqué parce qu'on voit mal comment on peut se former à des disciplines sportives sans être actif physiquement. Mais ça, c'est surtout pour ce qui se raconte dans le travail hors sport, hors activité physique, c'est qu'il faut être actif. Donc il faut bouger dans les salles, il faut faire des exercices pratiques et pas forcément écouter religieusement. Autre aspect très très intéressant, c'est l'apprentissage multi-épisodique. Alors c'est l'idée que pour qu'un concept se cristallise, pour qu'une idée prenne forme dans le cerveau, prenons par exemple l'idée de sentiment d'efficacité personnelle dont on parlait tout à l'heure, bien qu'il soit assez facile à comprendre celle-là, mais la différence entre les modalités de la comptabilité publique et de la comptabilité privée. Il y a des comptables parmi nous, non? Des gens qui ont une formation en comptabilité, non? Bon. Vous voyez, si vous êtes obligé, parce que vous êtes en BTS de comptabilité, de travailler les différences entre la comptabilité publique et la comptabilité privée, l'idéal pédagogique, c'est pas dans cet ordre-là forcément, je vous les donne en vrac, rencontrer un comptable, public, privé, idéalement 2, un public, un privé, et les comparer. Mais bon, rencontrer un comptable qui vous parle de ces différences. Lire un article, ou 2, écouter un exposé d'un prof ou d'un comptable, etc. Discuter en travail collaboratif en groupe. Et aller faire une enquête auprès d'un spécialiste ou d'un... Vous voyez, enquête, travail collaboratif, lecture, discussion avec les collègues, écoute d'un exposé, écoute d'un spécialiste. Multi-épisodique, ça veut dire aborder un même sujet, un même concept, à travers des situations différentes. Et c'est éminemment puissant pour apprendre. C'est en ce sens-là que c'est un élément que j'ai gardé dans la liste là. Je viens de mentionner travail collaboratif. Bon, on sait aujourd'hui que faire travailler, et c'est une transition pour la suite, faire travailler des groupes ensemble sur des sujets qui les intéressent, c'est éminemment puissant sur le plan d'apprentissage, à cause d'un phénomène qu'on appelle le conflit socio-cognitif, qui est le fait que sous certaines conditions, y compris relationnelles, et de connaissances préalables, le fait de confronter son avis à l'avis d'autres, tant que ce n'est pas dans le conflit pur et dur, hein, aide à justement développer ses connaissances. Plutôt que d'être dans une situation où simplement vous êtes en dialogue avec quelqu'un, ou bien vous écoutez un prof, ou bien vous lisez un texte, le fait d'être avec plusieurs personnes, de voir la variété des points de vue et de les confronter, une fois de plus, dans de bonnes conditions de relation et dans des bonnes conditions de compréhension, est extrêmement puissant pour l'apprentissage. J'allais dire ça, c'est encore le plus important, mais tout est important dans cette liste. Hein, c'est le pouvoir du feedback. Alors ça, vous devez vous en rendre compte. Là encore, il y aurait un petit exercice à faire, qui serait de dire, est-ce que vous avez un souvenir dans votre biographie éducative, dans votre vie d'élève, d'étudiant, de scolaire, parascolaire, étudiant ou formation continue, un souvenir d'une remarque qu'un sachant, entre guillemets, je n'aime pas beaucoup ce terme-là, mais il dit bien ce qu'il veut dire, quelqu'un qui est en position de savoir, une remarque que ce prof, ce formateur, vous a faite à vous personnellement, qui vous a frappé, positivement ou négativement. Et en général, quand on se donne le temps de réfléchir à ça, un traumatisme, quelqu'un qui un jour m'a dit un truc, ce jour-là, j'ai tout laissé tomber, j'ai arrêté. Vous voyez ? Ou de l'autre côté, quelqu'un qui m'a fait un commentaire au bon moment, qui m'a servi et qui m'a remobilisé. Ça, c'est l'importance du feedback, c'est-à-dire en tant qu'enseignant, formateur, dans tous ces métiers-là, le poids de la parole quand elle est adressée à quelqu'un sur un travail que la personne a fait
est éminemment puissant et on ne s'en rend pas compte du tout. Du tout. Anecdote pour terminer, j'étais un jour dans un séminaire pour les doctorants. Je donne une université, donc vous avez là 50 doctorants, une dizaine de collègues, et vous êtes, c'est moi qui étais responsable du truc à l'époque, donc vous êtes là entre machin, l'horaire pour le resto U, le truc, le conférencier qui n'est pas venu, et donc vous êtes au service finalement de ce public-là. Et il y avait des masters qui étaient invités. J'ai une étudiante de master qui passe me voir à un moment, qui me dit « Ah, monsieur Carré, pour mon mémoire, il faudrait que je vous dise. » Pas de chance, je devais être très stressé ou je ne sais pas quoi. Je lui ai dit « Écoutez, je suis désolé. » Je crois dans ces termes-là, hein, je crois vraiment que je n'ai pas été violent, quoi. Mais je suis désolé, mais là, je m'occupe des doctorants, je ne peux pas m'occuper des masters. Un mois plus tard, j'ai une demande de rendez-vous de cette même personne qui me fait une crise au bord des larmes en me disant que c'était inadmissible la façon dont je l'avais traité. Vous voyez, je vous dis ça en toute humilité pour dire qu'il y a des trucs comme ça qui peuvent arriver, il faut le prendre des deux côtés. C'est-à-dire, effectivement, une maladresse éventuelle, le ton un peu trop agacé ou je ne sais pas quoi, qui, au mauvais moment, auprès d'une personne qui elle-même a ses propres dynamiques intérieures, ses propres conflits intrapsychiques, son propre vécu, qui s'est peut-être engueulé avec son mari le matin ou je ne sais quoi, chacun de ces deux acteurs-là, et pif, à un moment, il y a une interaction qui se passe mal. Pourquoi ? Parce que le feedback n'a pas été... là, c'était au-delà du feedback. Mais dans le cas du feedback sur un travail, il y a des précautions à prendre. C'est par exemple ne jamais... de faire des feedbacks qui sont informatifs sur le travail, sur le geste qui a été réalisé, sur l'exercice qui a été réalisé, mais jamais sur la personne. Ça, c'est extrêmement important. Et après, il y a évidemment tout un art du feedback qui est très compliqué parce qu'entre la démagogie et le bon feedback, vous voyez, il y a peut-être aussi la tendance qu'on peut avoir par moment de dire des choses agréables à entendre, mais qui ne sont pas sincères. Et là, ça ne passe pas. Voilà. Bon, c'était la fin de la troisième partie. Ah, la classe inversée. Il reste la classe inversée. Là, c'est la liste des trucs que les 17 experts, les méta-analyses et ma modeste personne pensent sont essentiels du point de vue des procédures pédagogiques. Et il y a un truc qui est un tout dernier, parce qu'il est mal éprouvé sur le plan de la recherche, et disons les résultats sont contradictoires. C'est la classe inversée. Vous connaissez ça ? Oui, ça, voilà. C'est marrant, ça s'est bien répandu, cette affaire-là. Donc c'est l'idée qu'au lieu de demander de faire des devoirs à la maison, des exercices d'application après, on demande aux gens de préparer la séance de formation ou la séance d'enseignement et de venir en ayant déjà une bonne connaissance de ce qu'il y a du contenu. Et du coup, on discute, on fait du travail de groupe et on travaille sur ce qui a déjà été fait. Une très bonne raison pour laquelle, dans certaines circonstances, ça marche, c'est que la quantité de travail d'apprentissage, au niveau des processus d'apprentissage, elle est décuplée, puisqu'on a préparé, on s'est préparé soi-même à une séance de formation, au lieu d'arriver en disant qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et qu'est-ce qu'on mange à midi, vous voyez ? On a déjà travaillé la question. Donc il y a une question de temps d'apprentissage, il y a une question d'investissement et de motivation, et ces deux raisons-là du succès des classes inversées sont également les raisons de l'échec quand ça ne marche pas. Pourquoi ? Moi, j'ai essayé avec des masters, des gens très bien, des gens, y compris pas tous tout jeunes, donc de tous les âges. Ça ne fonctionne pas parce que les adultes, ils ont leur vie et que quand vous avez un groupe de 20, que vous donnez un travail en disant, ben voilà, lisez ces 2-3 articles, préparez ça, machin, préparation du truc, vous en avez les 2/3 qui n'ont rien fait. Et que, on va dire, c'est pas de leur faute non plus, mais ça veut dire que le système des classes inversées, qui est absolument génial, et qui est vieux comme Hérode, hein, c'est-à-dire que ça existe depuis la nuit des temps, et c'est la base de la pédagogie universitaire depuis le XIVe siècle. Donc c'est une rétro-innovation. C'est génial, mais en même temps, ça ne marche pas, dans la plupart des cas. Pour que ça marche, il faut que les personnes aient le temps de faire le travail préparatoire. Comment je vous présente mes excuses, Marilyn, là, je m'arrête définitivement. Très riche. Oui, mais ce n'était pas ce qui était prévu. C'était très bien, mais je vous propose qu'on passe à un temps de questions-réponses. Si jamais il y a des questions, je veux quand même qu'on prenne ce temps-là. Donc même les personnes qui sont à distance, si vous avez des questions, n'hésitez pas via l'onglet conversation de Teams. Ou autrement, ici, alors peut-être qu'il n'y en a pas, je ne sais pas, mais voilà, je pense qu'on a Philippe avec nous, autant en profiter. Questions ou réactions, hein, ce n'est pas forcément sous forme de questions. Oui, tout à fait, des réactions, du partage aussi. Voilà, n'hésitez pas. Ouais, Alexis, c'est juste pour qu'à distance, ils puissent t'entendre.
Moi, c'était une question par rapport à la classe inversée. C'est vrai qu'on a fait quelques formations aussi sur l'innovation pédagogique et on parle de classe renversée aussi. Donc, je voulais savoir un peu votre avis là-dessus. Vous faites la distinction? Oui. Allez-y. La distinction, c'est effectivement effectuer un travail en amont et arriver en cours, c'est l'élève qui prend comment dire, le rôle du sachant en fait, qui fait une sorte d'exposé. Un élève qui fait un... Ouais, ou un groupe ou Ah, ouais. un élève ou un groupe. Ouais, je voulais savoir si vous avez un avis là-dessus. Non, moi j'ai vu passer ce que vous dites là, mais j'ai jamais bien compris la différence entre les deux. Mais là, vous l'expliquez. C'est au lieu que ce soit tout le groupe, toute la classe, ouais, qui discute. En fait, c'est comme un exposé et l'élève en fait prend la place du professeur. Ah oui, ça. Alors moi je l'ai fait sans le savoir, comme Monsieur Jourdain, pendant des années, quoi. C'est-à-dire, mais ça c'est une technique classique à l'université, c'est de demander à des groupes d'étudiants de préparer certains sujets. Le cours que j'ai fait en 25 ans, qui me semble-t-il était le plus réussi, c'est celui où j'ai le moins parlé. C'est-à-dire où j'ai utilisé ce que vous dites là, c'est-à-dire de confier... C'était un cours sur les grands psychologues, des grands théoriciens de la psychologie, et il y a 6 groupes, ça a duré pendant oui, pas 20 ans, mais 15 ans, et on en a sorti un bouquin d'ailleurs après, avec des groupes qui sont chargés chacun d'un psychologue. Et au lieu que ce soit moi qui anime le travail sur le psychologue en question, c'est des groupes. Et ça fonctionne extrêmement bien. Mais je ne savais pas que ça s'appelait la classe renversée. Pour moi, c'était les exposés d'étudiants. Ok. D'accord. Non, je dis ça en vous remerciant d'apporter ça. Moi, ça m'éclaire, c'est un truc que je n'avais pas compris. Mais l'inversion, c'est vraiment l'idée que c'est les étudiants qui font le boulot. Par rapport à ce que je faisais, ou ce que vous appelez classe renversée, là, c'est pas évident, parce que on a fait un article dans une revue pour cette expérience-là, pour l'évaluer, avec 60 étudiants. Et le résultat, c'est qu'ils disent, oui, ça marche très bien, c'est formidable, c'est super, sauf que, donc, il y avait 6 groupes avec 6 psychologues. Le bilan général, c'est de dire, nous, on se souvient très bien, on s'estime expert d'un psychologue. Par contre, les 5 autres, quand c'est les collègues qui parlent et qui présentent leur truc, ben, on s'en souvient moins. Donc, l'inconvénient de déléguer le travail à un groupe ou à un étudiant, c'est que finalement, on peut y perdre beaucoup. Si c'est pas très bien fait, on y perd, malgré tout, par rapport au prof. Et même si c'est bien fait, bah, c'est toujours tout le monde n'est pas pris dans le truc, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais merci, en tout cas. Oui, Sylvain. Merci pour l'exposé. J'ai une question parce que vous faites souvent allusion à des études qui me parlent par mon parcours universitaire il y a plus de 20 ans. Okay. Et donc je me dis, aujourd'hui, c'est encore d'actualité. Vallon, Mérieux... Vallon n'est plus du tout d'actualité. Ouais, mais... non, moi, c'est un discours de papy, là, que je vous ai... D'accord. Le conflit socio-cognitif. Personne collègue. Le conflit socio-cognitif, les feedbacks. Ouais. Donc, toute cette théorie. Donc, c'est une base solide. Et vous avez fait des méta-analyses sur des analyses. Donc, avec plutôt des connaissances, j'imagine, assez modernes. Quelle part vous faites dans votre méthodologie entre l'utilisation d'anciennes méthodes, d'anciens principes, d'anciennes bases théoriques, comme... celles que vous avez citées, et les nouvelles recherches que vous avez faites. Comment vous mettez en relation les deux? Non, c'est une excellente question, comme on dit quand on ne sait pas comment répondre. Mais non, je le pense vraiment parce que dans ce rapport, incidemment, il faut que je fasse un petit couplet de publicité auprès du CREPS pour le livre qui va sortir de ce rapport aux éditions Duno, qui m'encourage à en faire état, au mois de juin. Ça s'appellera l'efficacité pédagogique. Ces résultats-là, c'est vraiment que c'est 10 ans, vous voyez, 17 experts qui me racontent aujourd'hui, enfin en 2024, qui présentent les choses, et les méta-analyses, c'est 10 ans, c'est 2014-2023. Donc tout ça, c'est très récent. Ce que je vois derrière votre question, c'est la part finalement d'une certaine tradition, et je crois que l'heure n'est plus à la tradition, et c'est bien dommage, hein, parce que par exemple, Vallon est un psychologue qui est totalement inconnu, y compris des psychologues aujourd'hui. Y compris des jeunes psychologues, quoi, parce que Vallon, c'est la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Vous voyez ce que en revanche, les références aujourd'hui, j'essaye de réfléchir tout en vous parlant, les références aujourd'hui sont peut-être moins théoriques. Le XXe siècle, du point de vue de la psychologie de l'éducation, ça a été l'époque des grandes théories. Donc vous avez la psychanalyse qui a eu une influence sur l'éducation et la formation des adultes, dont on ne se rend plus compte aujourd'hui. Moi, quand j'ai démarré dans la formation à la fin des années 70, à EDF, tous les formateurs passaient par une formation de type psychanalytique.
Et les intervenants étaient des psychosociologues formés à la psychanalyse. Vous voyez ce que c'est la psychanalyse un peu? Ah, ça c'est extraordinaire. Oui. Non, on n'en parle plus du tout dans vos milieux. Non? Ah, tiens. Plus trop. D'accord, ok, bon, d'accord. Donc Freud, si vous voulez, Freud, non. Aux oubliettes, Vallon, n'en parlons pas. Alors un truc qui, moi, m'agace pas mal, c'est la référence permanente en France à Vygotsky, psychologue soviétique qui a effectivement réfléchi sur l'éducation, mais qui est mort, je crois, en 1936, quoi. Aujourd'hui, on parle d'un Américain qui s'appelle John Dewey, qui est quelqu'un de très bien, philosophe et éducateur et un peu psychologue, mais il est mort en 1952. Alors que les références actuelles, si vous voulez, c'est beaucoup plus des gens comme Albert Bandura, sentiment d'efficacité personnelle, ou qui a mentionné la motivation intrinsèque, c'était vous, monsieur? Deci et Ryan, donc des Américains, sur la théorie de l'autodétermination. Donc je ne sais pas si je réponds à peu près ou si je réagis à peu près à ce que... Non, vous pouvez acheter le bouquin ou le faire acheter par le Krebs. Il coûte moins de 10 €, m'a-t-on promis. Et vous verrez que les références sont toutes récentes. Sont toutes récentes. D'ailleurs, dans la bibliographie, il y a 250 titres en référence que j'ai utilisés. Sur les 250, vous en avez 200 faciles qui sont publiés depuis 2000. Donc, Christophe? Sylvie, après. Merci. J'aurais juste une petite question pour votre avis sur comment on peut quantifier aujourd'hui le temps nécessaire pour un contenu de formation. C'est-à-dire que si aujourd'hui on vous confie un contenu de formation, comment on pourra dire on va prendre 200 heures, 300 heures, 400 heures? Voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Je vous remercie, c'est une excellente question. Bis. Non, j'ai la réponse. Moi, j'ai fait ça quand j'ai démarré. J'ai démarré comme formateur et puis directeur pédagogique dans un organisme de formation aux langues. Et là, on avait fait un travail qui a été complètement précurseur, en toute immodestie, parce qu'on a chiffré le temps. Alors, ça peut intéresser certaines d'entre vous, qu'il faut pour passer d'un niveau à l'autre, tout de même honorer ce tableau. Ah. D'un niveau 1 qui n'existe pratiquement pas en France, parce que tout le monde est passé par l'école et que bon, jusqu'au niveau 6 bilingue, en passant par un niveau, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là encore, mais ce qu'on appelle opérationnel européen. Donc un débutant, vous ne savez rien, je suppose pour vous le chinois, vous voyez, je suppose, enfin pour moi en tout cas, c'est débutant, ça n'existe pas vraiment, mais vous avez le 2 qu'on appelle de cette qu'on appelait de cette fameuse expression de faux débutant ou grand débutant. Et ça, c'était le cas de 80% des gens qu'on avait, qui avaient fait 7 ans d'anglais et qui arrivaient à annoncer « Bonjour, je m'appelle un tel et puis j'habite tout juste… » Enfin bref, c'est les bases des bases des bases. On a chiffré ça, alors j'ai plus précisément, mais par centaines d'heures, et on aboutissait que pour aller de ce niveau-là à ce niveau-là, il fallait 600 heures, basé sur l'expérience des étudiants qu'on avait. Donc la réponse est oui, on peut le faire. Mais pour les langues, c'est facile. Vous aviez quel contenu en tête Je parlais de quasiment toutes les formations dans le sport qui sont codifiées avec... On n'entend pas autrement. Oui, pardon, je parlais des formations dans le sport notamment qui sont codifiées, planifiées sur... donc ça peut être 400 heures, ou alors on va dire il faut 1 an pour passer en effet au niveau 2, etc. Alors je comprends bien qu'il y a une contrainte ou une commande institutionnelle, mais ça renvoie quand même à la pertinence de l'apprentissage, puisqu'on est quand même dans un contexte cadré dans lequel il faut soit remplir le temps, soit... Oui, c'est ça. Oui. C'est une valeur moyenne, je suppose que c'est une valeur moyenne qu'on vous donne et qu'on vous fixe comme cadre, quoi, finalement. Oui, je comprends bien. Et après, en sport, dans les arts martiaux, les passages de ceinture sont codifiés en nombre... Mais moi, je le vois beaucoup passer en nombre d'années, ces trucs-là. On dit, ou les dan après, on voit qu'il faut 3 ans entre tel et tel niveau. Mais ça dépend de la pratique, ça dépend du nombre d'heures qu'on passe dedans. Et vous avez les heures déjà. Donc vous savez que les piou-piou, ils vont être là pendant les heures en question. Alors en pratique, oui, pardon, mais c'est sur la partie théorique, c'est un peu plus délicat de quantifier. Mais c'était juste une question, un échange là-dessus, pour faire le lien avec la pertinence de l'apprentissage, l'efficacité de l'apprentissage. Oui, alors tout de même, une réponse par rapport à ça, c'est que si vous pensez en apprentissage,
c'est différent de penser en formation. Je donne juste un exemple sur les formations encore aux langues. À l'université, il y a quelques années, on a monté, c'était pas prévu dans le cursus, formation à l'anglais pour les étudiants. Bon. Et on met 30 heures. Alors, 30 heures parce qu'un cours moyen, il fait 30 heures. Et donc, on fait 30 heures. Là, c'était par centaines d'heures dans les niveaux. Et au bout d'un an ou deux, une collègue en réunion dit mais enfin, pourquoi il ne change pas de groupe puisqu'il a fait 30 heures? Quand vous faites 30 heures de langues étrangères, en admettant que vous passiez 30 heures en processus psychologique d'apprentissage, c'est-à-dire en vous y impliquant et en travaillant activement, on ne peut pas voir les progrès. Vous voyez ce que je veux dire? Mais raisonner en processus d'apprentissage et en heures, c'est risqué, mais c'est plus intéressant que de raisonner en heures pédagogiques en disant oh, bah, ça va aller 30 heures. Vous voyez, Et donc, vos 200, là, ou les nombres d'heures dont vous parlez, il faudrait savoir comment ils sont construits, ces chiffres-là. C'est ça, ouais. Merci. Alors, moi, j'avais une question. Voilà, dans votre présentation, puis la diapo qui est à l'écran montre une multimodalité d'apprentissage. Et ma question, du coup, c'est qu'en est-il du rôle du formateur dans tout ça? Et alors, la question va être un peu provoque, la deuxième, mais l'outil serait-il une fin en soi? Non, sûrement pas, oui. Non, mais alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas abordé le truc suivant, donc là, on va en parler. Non, on va pas en parler. Non, mais parce qu'on est en retard, là. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, c'est évident que vous verrez, quand vous lirez le rapport ou le bouquin, que dans la question des auxiliaires, vous avez tout à fait raison de sous-entendre que les outils ne sont que des outils. C'est-à-dire qu'ils ne transforment pas fondamentalement le processus d'apprentissage. Et quand vous parliez de multimodalité, moi j'ai parlé d'apprentissage multi-épisodique. Il y a une petite ambiguïté là-dessus, c'est qu'on parle beaucoup de multimodalité aujourd'hui pour dire, par exemple, alternance, distance, présentielle. Multimodalité, c'est présence-distance, pour certains. Pour d'autres, c'est vous avez un programme sur ordinateur et vous avez des exercices de différents types, des quiz, des lectures, des exercices de tel ou tel type, et on appelle ça multimodalité. C'est pas du tout ça, l'apprentissage multi-épisodique, c'est vraiment de passer par des situations différentes sur un même objet. Mon histoire des comptables, là, de la comptabilité comparée, sujet passionnant s'il en est, c'est l'idée que vous allez réussir à bien comprendre la différence entre les deux types de comptabilité si vous en discutez avec le prof, si vous en faites un travail collaboratif, si vous lisez des articles, si vous allez interviewer un comptable et que vous regardez un film qui parle de comptabilité. Vous voyez, c'est cette multiplication de situations. Mm-hmm. Est-ce que ça répond à votre préoccupation ou est-ce que vous aviez... Oui, mais ça veut dire du coup, en fait, quand on pense la formation, enfin, je pense qu'un certain nombre, on se le dit déjà, mais on est là plus pour accompagner. Enfin, la posture et le rôle du formateur est très différente de ce qu'on aurait pu connaître avant avec la formation qui est très descendante. Aujourd'hui, on met à disposition ou on met en place des situations, actions qui mettent le stagiaire en activité. Et là, nous, on est là pour l'accompagner. Mais est-ce que ça suffit à être efficace pédagogiquement dans l'apprentissage du stagiaire? Là, il faut que je fasse tout de même... Puisque vous dites que finalement, le stagiaire, il apprend aussi de lui-même, quoi, en fait. Donc, du coup, voilà. Comment, dans notre accompagnement, au travers d'outils multi-épisodiques, les outils, vous avez raison. Les outils vont être multimodaux. Ah, multimodaux. C'est l'apprentissage. Vous voyez, toujours processus d'apprentissage, procédure pédagogique. On ne parle pas tout à fait de la même chose. Oui. C'est pas loin, on n'est pas loin. Mais ce qui est important, c'est le processus psychologique multi-épisodique, le fait de passer par des situations différentes qui va amener à mieux cristalliser les idées. Mm-hmm. C'est ça. OK. Et l'idée d'être devant un ordinateur et de faire des exercices différents, ce qu'on appelle souvent la multimodalité, pour moi, ça n'a pas jamais été vérifié, mais c'est beaucoup moins puissant, quoi. Tu te rappelles l'autre jour quand on est allé voir le comptable à l'entreprise, machin, là, tu te rappelles ce qu'il nous a dit? Et puis, ouais, mais j'en ai parlé avec Polo, là, l'autre jour, il m'a dit que lui, de son côté, machin, ou dans le film, le truc, ça s'organise de façon très puissante pour
cristalliser une idée, quoi. Et donc, votre question, c'est finalement, c'est quoi l'efficacité? Donc, nous allons faire une petite finale, là, sur la question de l'efficacité. Le premier point, c'est qu'on sait, et on est en plein dedans, qu'il y a des variables pédagogiques. C'est-à-dire que donc, la pédagogie, même en dépit de ce que j'ai pu dire, peut-être un petit peu de façon quelquefois excessive sur la limite du pouvoir de la pédagogie, en disant on peut apprendre sans pédagogie, ou sans formateur, sans professeur, mais c'est très difficile d'imaginer une pédagogie sans personnes qui apprennent. Donc la pédagogie, c'est une variable importante. Aujourd'hui, de plus en plus, elle est accompagnée d'outils, que j'appelle ici des auxiliaires technologico-cognitifs. Je crois que c'est un mot qui m'a été soufflé, mais qui sont finalement des outils digitaux. Donc ça va évidemment avoir une part de responsabilité sur l'efficacité. Mais les constantes d'apprentissage, les premières, vous vous souvenez, les connaissances préalables, l'attention, la mémorisation, la motivation, etc. Tout ça, ce sont des constantes, c'est-à-dire qu'elles, on ne peut rien faire sans elles. Et évidemment, elles vont agir à la fois elles vont être là encore dans l'interaction avec les variables pédagogiques. C'est pas juste je suis motivé et puis juste je fais une classe inversée, c'est la façon dont ça interagit. Parce que peut-être je suis motivé, mais l'idée de la classe invertie ne me convient pas du tout, etc., etc. Donc il y a un effet d'interaction. Et puis les constantes d'apprentissage vont effectivement jouer en tout premier lieu sur l'efficacité des apprentissages. Et puis il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, mais qui est extrêmement prégnant, alors je ne sais pas chez vous, mais qui sont les variables organisationnelles. Dans une entreprise, quand la politique de formation correspond à diminuer les heures qui sont consacrées à la formation, quand les locaux ne sont pas adaptés, quand les technologies ou les outils ne fonctionnent pas. Moi, je me souviens d'avoir fait des formations pour une compagnie aérienne en Afrique, dans une ville à Abidjan, où il y avait régulièrement des pannes d'électricité. Donc vous vous retrouviez à 3 heures de l'après-midi avec 15 personnes et il n'y avait plus de lumière, quoi. C'est-à-dire que tout était entièrement noir et il fallait que vous continuiez votre cours ou vos activités. Bon, ça crée des situations qui sont intéressantes, par ailleurs. Mais ce sont des variables organisationnelles qui jouent énormément. Et effectivement, c'est ce système de contraintes-là qui va amener l'efficacité. Donc, Madame, par rapport à votre questionnement, on ne peut parler que d'aspect pluriel de l'efficacité. J'ai conclu le rapport en disant que l'efficacité n'est pas unique, elle est plurielle. C'est-à-dire qu'il y a différentes sources d'efficacité qui se combinent de telle sorte qu'à un moment, on peut parler d'efficacité. Et on peut imaginer que si toutes ces variables-là, les variables d'organisation qui jouent directement, comme dans l'exemple que je viens de dire, quand on vous coupe l'électricité, c'est sûr que c'est plus difficile d'être efficace, qui jouent sur l'apprentissage parce que si le management dans une entreprise, par exemple, encourage la participation à la formation, ça va jouer sur la motivation. Donc c'est une variable organisationnelle, le mode de management, ou ce qu'on appelle le soutien organisationnel perçu, c'est-à-dire cette façon de décrire l'ensemble des actions que mène l'organisation pour développer les compétences des gens. Soutien organisationnel. Ça joue ici, ça va jouer là. Et inversement, si on décourage les gens d'aller en formation, moi j'ai une étudiante en doctorat depuis 6 ou 7 ans, dont l'entreprise ne veut absolument pas parler de libérer du temps ou de faciliter en quoi que ce soit son travail de doctorat. Bon, ce sont des contraintes organisationnelles et on peut observer qu'elles jouent fortement sur l'aspect d'apprentissage. Et puis les variables organisationnelles jouent également évidemment sur les variables pédagogiques. Je me souviens aux galeries, je ne devrais pas le citer, dans un grand magasin parisien, pour des cours d'anglais à l'époque, où on m'avait dit, écoutez, on nous avait retenu sur appel d'offres, là, voilà, pour les cadres commerciaux qui à l'époque cherchaient à s'implanter en Asie du Sud-Est, vous y allez, allez-y, y compris sur le budget, mettez ce qu'il faut, cours particuliers, accompagnement, tutorat, coaching, truc, blablabla, parce que c'est vraiment stratégique. Puis alors, pour les vendeuses, là, au rez-de-chaussée du magasin, c'est pour les touristes d'été, là. Donc, puis vous savez, c'est un peu de la formation sociale, quoi. C'est pour leur faire plaisir. Donc, vous nous faites ça après les heures de travail, puis il faut qu'elles s'amusent, quoi. Politique de formation. Quand L'Oréal, par exemple, décide de débaptiser ses services formation et de les appeler services learning and development, donc apprentissage et développement,
ça traduit quelque chose. Et il y a derrière ça tout un discours très organisé sur la priorité à l'apprentissage. Et aux États-Unis, on ne parle plus de formation. On parle de learning development. Bon, c'était pour... Attendez, où est-ce qu'on en était Ah ben, alors, si vous ne savez plus non plus. Oui, non, pardon. Non, c'était... D'accord. Ah ben d'accord, efficacité, ça y est, je suis revenu au... Monsieur, non? Ah non, je croyais que vous disiez... Ah non, vous dénonciez votre collègue, d'accord. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être, Philippe, je voulais vous laisser le mot de la fin, si ça vous va, ou si vous avez un mot de la fin, ou pas de mot de la fin, comme vous voulez. Mais je m'étais dit que ça pouvait être sympa qu'on ait un mot de la fin, voilà, une ouverture, qu'on reparte avec, je sais pas, quelque chose en tête. C'est un auteur mineur du 19e siècle, là, qui était pédagogue. On a les mêmes références, Philippe. Ah, c'est bien. Donc peut-être pour ceux à distance, je le lis, mais ils le voient. Ce que l'on apprend le plus solidement et ce que l'on retient le mieux, c'est ce que l'on apprend en quelque sorte par soi-même. Donc on peut se rassurer en tant que cordeau de formation. Finalement, on peut être tout à fait rassuré en se disant que les artifices pédagogiques, on va arrêter avec ça. Sachant que par soi-même ne veut pas dire tout seul.